Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous, à nous de la du miroir ce soir, avec Daniel Aron. Daniel Aron, qui est en direct par téléphone. Il est docteur S-Sciences et maître de conférences en physique, enseignant, chercheur à l'université. On va l'accueillir autour de son dernier ouvrage, Les ovnis et le nucléaire, le choc d'une réalité ignorée. Ce livre apporte une réponse claire autant qu'inattendue à tous ceux et toutes celles qui s'interrogent sur la pertinence de la technologie nucléaire et sur le sens des manifestations d'OVNI. Daniel Aron, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous entends, vous êtes dans le sud de la France où il fait beau. Il fait nuit en ce moment, je suis dans la région de Pau, effectivement, au pied des Pyrénées. Le beau temps est annoncé pour jeudi. Bon, on va descendre dans le sud alors. Parce qu'ici, c'est pas vraiment, c'est un vrai hiver, c'est presque un hiver nucléaire. Non, je rigole. C'est un hiver froid sur la région parisienne. Alors, ces phénomènes d'OVNI, vous aviez déjà écrit un autre livre il y a quelques années qui fait qui précède, qui parlait aussi des crop circles. J'ai écrit un certain nombre de livres, enfin. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes inexpliqués. En commençant par l'étude des crop circles, des agroglyphes, justement. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. Et j'ai été amené à développer une interprétation inédite encore à ce jour, qui est nouvelle, qui est encore peu connue. Et c'est à partir de cette interprétation que j'ai compris que les phénomènes ovnis étaient aussi de même nature, en tout cas de même origine, ou en tout cas similaires. Et c'est pour ça que j'étais amené à ouvrir mon domaine de recherche au phénomène OVNI de façon générale. Il y a de multiples facettes sur le phénomène OVNI. Alors ces phénomènes OVNI sont très anciens, on les retrouve un peu sous forme... Oui. Ils sont pas reconnus dans aucun pays comme s'ils n'existaient pas. Exactement, oui. Ça paraît tout à fait paradoxal, alors que c'est un phénomène. Des gravures l'attestent, des textes de l'Antiquité l'attestent. C'est un phénomène qui a au moins plusieurs milliers d'années d'existence, comme s'il avait toujours existé, de mémoire d'homme, quoi. Et pourtant, on n'en parle pas, on en parle peu et on en parle mal. C'est un domaine pour lequel il y a beaucoup de désinformation. Il ne faut pas avoir peur du mot. Toutes les personnes qui sont intéressés au sujet le savent parfaitement. Donc, dans aucun pays, le phénomène n'est officiellement reconnu. Quand je dis officiellement reconnu, c'est-à-dire qu'il est quand même reconnu un petit peu entre les lignes. En France, par exemple, ça fait partie des pays qui sont un peu exceptionnels à ce niveau-là. Il y a une cellule du CNES, du Centre national d'études spatiales, on dit tout à fait reconnue, enfin, c'est une organisation de très haut niveau, quoi. Une cellule qu'on appelle le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés. C'est notre façon d'appeler les ovnis. Autrement dit, en France, c'est reconnu du bout du doigt, mais c'est simplement une cellule qui rassemble des informations et qui n'a jamais commencer une véritable recherche sur ces phénomènes, malheureusement. Alors ces fameux ovnis, ils survolent impunément les zones interdites en transgressant les règles de la circulation aérienne. Ça a commencé aux États-Unis, on peut dire. Oui, là, on commence à rentrer dans le sujet justement de ce soir. Oui. Parce que je disais tout à l'heure que le phénomène ovni existe de tout temps, depuis plusieurs milliers d'années. Il y a de nombreux textes qui l'attestent. Mais c'est vrai que le nombre d'observations d'OVNI, le nombre d'apparitions d'OVNI, le nombre de réalisations d'OVNI a nettement augmenté depuis la dernière guerre mondiale. Mais ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que c'est une première information que je donne, qui n'est pas un scoop, parce que c'est bien connu des amateurs d'OVNI, mais on en parle très peu dans la presse, dans les médias. C'est-à-dire que les ovnis se manifestent depuis la dernière guerre mondiale beaucoup plus souvent près des installations nucléaires. Et on sait que le nucléaire a été développé par les hommes depuis la dernière guerre mondiale. Bon, tout le monde connaît Hiroshima, Nagasaki, évidemment.
Donc ce sont les Américains qui ont les premiers développé cette technologie nucléaire, ces armes nucléaires d'abord. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de textes qui l'attestent, ça aussi, que les ovnis se manifestent beaucoup plus souvent près des installations nucléaires, que ce soit les centres de recherche, les centres de fabrication d'armes nucléaires, que ce soit les centrales nucléaires. Voilà. D'où le titre de votre livre, Les ovnis et le nucléaire. Alors, ça commence en 1945 aux États-Unis pour la première fois où c'est vraiment flagrant. Il y a un livre de Robert Hastings qui paraît en 2008 qui en a parlé déjà. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, un Américain, qui a consacré pratiquement sa vie, enfin 35 ans de sa vie, en tout cas, à rassembler des enquêtes, à rassembler des témoignages, à rassembler des rapports d'observation sur les ovnis autour des installations nucléaires. Il a fait un magnifique travail, mais c'est un travail qui est malheureusement très peu connu, parce que le livre est très peu connu aussi. Il a été amené à éditer son livre à compte d'auteur, donc il n'est même pas disponible en librairie. Il n'a pas été traduit dans les autres langues non plus. Mais pour moi, c'était une source de travail, une base de travail très importante. Et oui. C'est bien que le livre que j'écris moi-même, Les ovnis nucléaires, c'est le premier livre qui est écrit aussi sur le sujet, en particulier en langue française. Alors, pourquoi il a réussi à écrire ce livre, Robert Hastings? Parce qu'il y a plein de documents qui ont été déclassifiés. Oui. Est-ce qu'en France, on déclassifie? Il y a une déclassification ou pas? Voilà. Mais il faut savoir, pour comprendre cela, oui, que le phénomène OVNI, on le disait tout à l'heure, on en parle très peu, même si ça existe depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que c'est toujours considéré comme top secret dans tous les pays, non seulement aux États-Unis, mais même en France, la preuve est faite. Mais il se trouve qu'il y a de plus en plus de témoignages et de rapports d'observation qui ont été diffusés, et ceci grâce à deux sources, si vous voulez. D'abord, je disais qu'aux États-Unis, depuis la Dernière Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis dont on n'a pas parlé. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de témoins qui ont vu ces ovnis se déplacer de façon très intrigante, pour le moins, autour des installations nucléaires. Et les militaires en particulier qui ont vu ça, ils comprenaient à l'intérieur que c'était un phénomène extrêmement grave, mais ils étaient obligés de garder le secret sous peine de poursuite, sous peine d'envoyer aux hôpitaux psychiatriques, sous peine d'amende, d'une très forte amende. Les pouvoirs publics aux États-Unis ont appliqué toute une série de mesures pour obliger les témoins à garder le secret. Ils ne pouvaient pas en parler, pas à leurs femmes, pas à leurs épouses, pas à leur famille, même pas à leurs collègues, même pas à leurs supérieurs. Il y a vraiment une très forte dissuasion pour les empêcher de le faire. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre parmi ces militaires, et quand ils avaient quitté l'armée, évidemment, et souvent quand ils étaient à la fin de leur vie, et qui ont compris que ça serait important peut-être de révéler ce qu'ils avaient observé, quelquefois 40 ans, quelquefois 50 ans avant, à leur famille, et ça finit par diffuser un petit peu comme ça. Il y a des gens qui ont eu le courage, comme ceci, de révéler et puis de transgresser le secret qui était imposé, d'une part. Et d'autre part, les États-Unis, c'est un pays très particulier aussi, qui fait que dans les années 60 et puis de nouveau 70, il y a une loi qui a été votée au Congrès américain, qu'on imaginerait difficilement dans d'autres pays, mais une loi qui a obligé les administrations, quelles qu'elles soient, en particulier, obligé l'US Air Force, obligé le FBI, obligé la CIA à déclassifier des documents à partir du moment où on leur demandait de le faire. Mais la difficulté, c'est que pour demander de déclassifier ces dossiers, il faut déjà en avoir connaissance. C'est sûr. Donc c'est grâce aux fuites, grâce aux informations qui ont réussi à filtrer un petit peu, qu'il y a un certain nombre d'enquêteurs. Robert Hastings, que vous disiez tout à l'heure,
il fait partie de ces nombreux enquêteurs qui ont dû beaucoup donner d'énergie pour ça. Et ce qui fait que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1500 documents parfaitement officiels de l'US Air Force, de la FBI, de la CIA, qui attestent de la façon dont ces administrations géraient le problème OVNI depuis la dernière guerre mondiale. Alors tout à l'heure vous parliez des militaires qui n'osaient pas le dire parce qu'ils n'avaient pas le droit, mais sur 44 astronomes, 5 avaient vu des ovnis et ils n'ont rien dit par crainte du ridicule aussi. Donc c'est vrai qu'en étant là-haut, on voit les choses mieux qu'en bas. Alors on disait que ça commençait avec Roswell parce que Roswell, vous dites dans votre livre que c'était aussi une base aérienne. Hein. C'était pas. Oui. Enfin, quand vous dites que ça a commencé avec Roswell. C'est vrai que l'affaire de Roswell, comme on dit, ça date à peu près un début de l'histoire de la relation entre les ovnis nucléaires, puisque Roswell, c'était en 1947. Mais en réalité, je disais tout à l'heure, ça a commencé vraiment quand les premières recherches ont été effectuées dans le laboratoire de Los Alamos, par exemple, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, dès les années 1943-1944. Mais Roswell, tout le monde, ou à peu près, a entendu ce mot-là, oui. L'épisode de Roswell, le crash de Roswell, dans lequel un ovni serait crashé et qui aurait été récupéré, et même des êtres non humains, des êtres humanoïdes. Souvent, on utilise le mot extraterrestre. Par abus de langage, on parlera tout à l'heure, auraient été récupérés aussi. Mais il y a énormément de désinformation sur le sujet. Parce que, en relation avec ce que je disais tout à l'heure, le problème qui se posait aux militaires et aux autorités militaires et civiles des États-Unis, ils étaient confrontés à un phénomène qu'on appelle OVNI maintenant, et ils ne savaient pas du tout ce que c'était au début. Donc, il faut essayer de se remettre dans le contexte à l'époque, en 1945 par exemple. Et on sortait juste de la guerre mondiale, c'était tout de suite la guerre froide. Donc les États-Unis étaient au début persuadés que c'était de nouvelles armes développées par les Russes qui envoyaient autour de leur base militaire. Les militaires russes pensaient la même chose, évidemment. Et il a fallu attendre plusieurs années, 2 ou 3 ans plus, pour qu'ils se rendent compte que ça ne pouvait pas être des armes ennemis, ou ennemis en tout cas de l'autre côté adverse. Puis après ça, ils ont pensé que c'était des phénomènes peut-être de météorites. Naturels, météoritiques. Puis j'ai compris que c'était pas ça non plus. Et c'est après ça seulement que c'est l'hypothèse d'une incursion extraterrestre qui a été envisagée et qui est toujours l'hypothèse dominante encore aujourd'hui. Oui, mais l'intérêt dans votre livre, c'est que vous dites qu'en vérité, ils sont venus parce qu'il y avait des bases militaires qui contenaient des armes nucléaires. Oui. À Roswell. C'est la même chose qui s'est passée aussi un peu plus tard en 1950 ou en 1954 aux îles Marshall. Les ovnis suivent des essais nucléaires. Oui. Voilà. On s'est rendu compte, oui, que et à l'époque, même s'ils ne connaissaient pas la nature réelle de ces ovnis, mais l'US Air Force et toutes les administrations autour ont consacré d'énormes moyens humains et financiers pour étudier, pour observer d'abord ce phénomène. Et on se rendait compte, par exemple, que dans les années 50, les États-Unis ont fait beaucoup d'essais d'explosions nucléaires pour mettre au point leurs armes nucléaires. Et c'était des essais atmosphériques au début. Alors ils ont fait dans le désert du Nevada, par exemple, et on peut comprendre que ça émanait beaucoup de radioactivité et qui se déplaçait après au gré des vents, au gré de la météorologie. Et on se rendait compte que en fonction de déplacement des retombées radioactives, il y avait des ovnis qui se manifestaient au fur et à mesure, qui se déplaçaient au fur et à mesure. Et même quand ils ont fait par la suite leurs essais au-dessus du Pacifique, dans les îles Marshall, par exemple, de la même façon, on voyait des manifestations d'ovnis qui se déplaçaient
en même temps que les nuages radioactifs. Donc comme si les ovnis, ou en tout cas, on se rend compte maintenant qu'il y a une intelligence qui est liée à ces ovnis, évidemment. Donc ce ne sont pas simplement des objets volants non identifiés, ce sont des intelligences non humaines, pour le moment on peut dire comme ceci, qui créaient, qui se manifestaient à travers ces objets volants non identifiés. Voilà, donc c'est important de prendre conscience qu'il y a une intelligence non humaine qui envoie des signes de leur présence, et on peut comprendre maintenant qui envoie des messages d'alerte même aux êtres humains pour essayer de leur faire comprendre la dangerosité de la technologie nucléaire. D'accord, ça sera votre réponse là-dessus. Elle sera en troisième partie d'émission. Vous avez une petite idée là-dessus, mais on n'en est pas encore là. Alors par contre, le monde a frôlé la catastrophe en 1962. Je crois que c'est la crise de Cuba. Et là, ils se sont pas manifestés. Oui. Mais c'est intéressant d'observer ceci, justement, oui. Alors que dans les années 50, dans les années 60, les ovnis étaient très présents, encore une fois, autour des bases militaires où il y avait des armes nucléaires en particulier. Et pendant la crise de Cuba, tous les anciens parmi les auditeurs doivent s'en souvenir, quand l'Union soviétique a commencé le projet de venir construire des bases nucléaires sur le sol de Cuba, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres, très peu de distance, du sol des États-Unis. Dès que les États-Unis s'en sont rendus compte, ça a fait émerger une très grave crise et qui a failli donner lieu à une troisième guerre mondiale. Déjà, on est vraiment passé à deux doigts, quand on se rend compte avec le recul, que aussi bien les dirigeants américains que les dirigeants soviétiques avaient peu ou n'avaient pas toutes les informations, en tout cas. Ils étaient très poussés par leurs armées pour attaquer les premiers. Et on a vraiment frôlé la Troisième Guerre mondiale. Et c'est intéressant de se rendre compte justement que dans ces conditions-là, ça paraît étonnant dans un premier temps, mais les ovnis sont restés tranquilles, on ne les a pas vus, ils ne sont pas manifestés. Pendant toute la crise de Cuba, il n'y a pas eu d'observation d'ovnis. Et c'est pas plus mal. Alors, comme vous le dites, en réponse aux très nombreuses observations d'ovnis à la fin des années, l'US Air Force a mis en place en 1947 une commission afin d'enquêter et d'étudier sur le phénomène ovni. Cette commission, le rapport Comdon, conclura en 1968 ainsi: l'étude des ovnis durant les 21 dernières années n'a rien apporté à la connaissance scientifique. Oui. Dégagé, il n'y a rien à voir, mais là on va faire une petite pause musicale et après on continuera. À tout de suite, Daniela. Oui. À tout de suite. Une deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. C'est Au-delà du miroir avec Daniel Aran, où nous parlons des ovnis et du nucléaire. On en était arrivé donc à ce fameux rapport Comdon qui disait dégagé, il n'y a rien à voir. Ça fait 21 ans qu'on cherche, on n'a rien trouvé. Par contre, les observations se multiplient dans les années 60 et le plus récent, c'est en 2006, c'est ça, dans le Montana, Daniel Aran? Oui. L'observation la plus récente, la dernière, c'est en 2006, au-dessus d'un site, sans parler de Fukushima et de Tchernobyl qu'on va aborder après. Oui, mais attendez, j'avais besoin de relever quand même par rapport à ce que vous disiez Allez-y. à une minute, sur le rapport Comdon. Je crois qu'on ne peut pas ne pas en parler en précisant que ça fait partie réellement, véritablement, il faut le savoir, de la désinformation qui a été mise en place par les pouvoirs publics américains. On ne peut pas ne pas le dire, sinon ça fait partie de la désinformation qu'on dit, propagerait soi-même. Il y a eu plusieurs études, je le disais tout à l'heure, les pouvoirs publics américains étaient extrêmement préoccupés par les manifestations répétées des ovnis autour de l'installation nucléaire. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été confiées à des universitaires, à des chercheurs. Et la dernière étude
officielle, c'est celle du rapport Condon, qui a, en dépit de toutes les observations réelles qui étaient rapportées, mais qui n'ont pas été prises en compte, ce rapport a conclu au fait que les ovnis n'avaient jamais montré aucune hostilité envers les êtres humains et qu'il concluait que ça n'avait pas d'intérêt de poursuivre les recherches sur ce phénomène. Mais c'est véritablement de la désinformation, puisque les recherches ont, à partir de là, continué évidemment, mais complètement en secret. À partir de là. Ouais, alors, ça n'a pas empêché qu'il y ait une très grande vague au nord de New York, entre 83 et 85, on est d'accord. Oui, et le 24 juillet 1984, qu'est-ce qui s'est passé le 24 juillet 1984? Ou tout du moins ce qui s'est passé à Phoenix en mars 97 avec des milliers de témoins. Hein, donc ça, le maire de la ville a eu 700 appels à témoins de personnes qui ont vu des choses. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, ces gens-là? Bien, c'est une vague, justement, dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, mais même dans le monde entier, en France aussi à l'époque, parce qu'il y a un très grand nombre de personnes qui ont vu des lumières, par exemple, qui se déplaçaient dans le ciel. Ça avait commencé à la tombée de la nuit. Et puis après ça, certains ont vu des lumières, certains ont vu des vaisseaux, des vaisseaux quelquefois de très grande dimension, et qui sont déplacés sur plusieurs centaines de kilomètres dans la soirée. Et en particulier, quand on parle de lumières de Phoenix, c'est-à-dire que ces lumières-là et ces vaisseaux-là, qui ont été vus par une très grande quantité de gens, ont survolé une agglomération de plusieurs millions d'habitants. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Et, on a beaucoup parlé dans la presse à ce moment-là. Mais les pouvoirs publics ont tout fait pour mettre en place aussi de la désinformation. Et par exemple, le gouverneur a mis en place une conférence de presse pour changer en ridicule tous les gens qui parlaient d'un extraterrestre ou d'ovnis, etc. La version officielle, c'était des lumières qui avaient été envoyées par l'armée, avec je ne me souviens plus précisément, mais c'était une interprétation qui était tout à fait naturelle au dire des militaires, alors que ça ne coincidait pas du tout avec les observations de milliers de personnes. Est-ce que vous pensez qu'en 2018, on pourrait reconnaître la réalité OVNI? Dans quel pays? Dans n'importe quel pays? Non, les conditions ne sont pas réunies encore aujourd'hui. On en parle, mais sûrement pas dans les milieux officiels. Jamais dans les milieux officiels. Ce n'est pas reconnu officiellement. Ça n'existe pas officiellement. Avec le bémol que je vous disais tout à l'heure au début, qu'en France, il y a une cellule du CNES, le GEPAN, par exemple, qui s'intéresse à ça officiellement. Mais jamais un président de la République ou un ministre n'en parlera ouvertement. Non, en 2018, les conditions ne sont pas réunies pour ça. Alors, comment expliquer que le premier essai au Sahara, en ce qui concerne la France, a été fait le 13 février 1960 et qu'il y a eu le film de Jean-Pierre Chapelle, ce film qui a disparu en 63. Pourquoi on fait disparaître des films comme ça, si vous pouvez un peu développer? C'est dans la logique que je viens de dire à l'instant. C'est un phénomène qui n'est pas reconnu officiellement et qui ne peut pas être reconnu officiellement parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, quand il y a des anecdotes comme celle à laquelle vous faites allusion là, il y avait un film quand même. Cherche toujours un échappatoire pour dire que non, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. Et voilà, ils se voilent à la face et ne veulent pas reconnaître la réalité. Et les drones au-dessus des centrales en octobre 2014, en février 2015, il n'y a aucune arrestation, on ne sait pas, on n'a trouvé personne responsable, mais donc ils ne sont pas passés. Voilà, imaginez, je rappelle peut-être pour les auditeurs ce qui s'est passé pendant 4 mois, entre fin 2014 et début 2015, autrement dit, il n'y a pas longtemps, c'était juste 3 ans, et c'était en France. Quasiment toutes les centrales nucléaires, les centrales civiles nucléaires en France, ont été survolées de nombreuses fois par des objets
non identifiés qu'on a qualifiés de drones. Des objets volants qui passaient au-dessus sur des zones qui étaient évidemment interdites d'accès. C'est pour ça que ça posait un problème de sécurité potentiellement grave dans les centrales nucléaires. Bon, il faut savoir que les centrales nucléaires sont sous la protection de la gendarmerie nationale, donc d'office, la gendarmerie est responsable de la sécurité pour toutes les centrales nucléaires en France. Eh bien, malgré le nombre d'apparitions de ces objets non identifiés au-dessus des centrales nucléaires, qui posaient un problème de sécurité, je répète, malgré ça, aucun soi-disant drone, comme on les appelait, n'a été photographié, ou en tout cas aucune photographie n'a jamais été diffusée. Aucun drone n'a été abattu, aucun responsable, ou personne qui soi-disant dirigerait ce drone n'a été identifié, n'a été arrêté. On a vu des soi-disant drones qui se déplaçaient par grand vent, qui ont été suivis par un hélicoptère, une fois même. Et pourtant, personne n'a été reconnu, enfin, rien n'a été arrêté, abattu. On a vu dans une même soirée, le 6 octobre 2014, 6 centrales nucléaires qui ont été visitées à des centaines de kilomètres l'une de l'autre, en même temps, dans la même soirée. Donc c'est pas réaliste non plus que ce soit des drones. Il n'y a que les pouvoirs publics et les médias qui ont relié ceci, qui parlent de drones. Et tous les connaisseurs du phénomène OVNI savent que ce sont des ovnis, tout simplement. Mais il n'y a pas que les centrales nucléaires, il y a aussi le siège du commissariat d'énergie atomique, le CEA de Saclay en 2014, et puis la RAD de Brest. Voilà, oui. Donc, il y a d'autres installations qui sont en lien avec la technologie nucléaire, ou avec, quand on parle de RAD de Brest, c'est en lien avec les armes nucléaires. Et avec le centre de recherche nucléaire en France, oui. Daniel Aran, alors ils se contentent pas de se montrer, ils interviennent aussi. Hein. Ils interviennent et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Et oui. Moi j'aime bien pour présenter la façon dont les ovnis se sont manifestés autour du nucléaire. J'aime bien présenter ceci en 3 phases. La première phase, c'est ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est que les ovnis, l'intelligence qui sont derrière, se manifestent, se montrent de façon ostensible pour attirer l'attention des hommes, pour montrer qu'ils sont là. Et puis, comme les hommes n'ont rien voulu savoir et ne prennent pas en compte, ne prennent pas au sérieux ces manifestations d'ovnis, restent toujours respectueuses du matériel, bien, dans les années 60, effectivement, on est passé à la deuxième phase, ou en tout cas les ovnis sont passés à une deuxième phase, où ils sont intervenus matériellement pour désactiver et pour empêcher la bonne marche des armes nucléaires aux États-Unis en particulier. Oui. Oui, donc ils ont désactivé des missiles. Oui. Ça, je ne sais plus à quelle époque c'était, ça. Dans la base Malmstrom, enfin peu importe le nom, enfin aux États-Unis en tout cas, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à l'époque dans le milieu ufologique en tout cas. C'était en 64, c'est ça? En 1964? Oui. Avec l'histoire de Robert Jacob, ce fameux film? Oui. C'est lui qui a porté ça à la connaissance du public, oui. Mais quelque chose comme 30 ans après, il a eu le courage d'enfreindre l'ordre du secret sur lequel il était tenu par les pouvoirs militaires. Et il a expliqué que il était à ce moment-là dans la base Ecofly de Malmstrom aux États-Unis. Et à un moment donné, alors qu'il était en sous-sol, pour des raisons de sécurité, c'est comme ça que ça fonctionne, quand les officiers et les sous-officiers étaient dans leur poste en sous-sol, il a été appelé par téléphone par un garde qui était en surface. Et un garde militaire qui lui expliquait qu'il y avait des lumières inexpliquées qui rôdaient autour des missiles, et sans qu'il sache ce que c'était. Et quelques minutes après, ces lumières-là se sont approchées des missiles, et en même temps, Robert Salas, donc, sur son pupitre de commande en bas au sous-sol, il a vu tout d'un coup
les voyants lumineux qui ont montré que un missile était hors de service, l'autre missile passait hors de service, le troisième missile hors de service. En cascade comme ceci, il y a les 8 missiles de la base, 8 missiles nucléaires qui ont été désactivés. Alors qu'il faut comprendre que pour des raisons de sécurité, tous ces missiles sont autonomes. Ils sont alimentés électriquement de façon autonome. Autrement dit, on ne peut pas expliquer une panne qui se propage de l'un à l'autre. Ça veut dire que manifestement, il y avait une intervention extérieure qui était en lien avec les ovnis, qui a eu pour effet de désactiver, donc de rendre inopérationnel, de faire que les ogives nucléaires, les missiles nucléaires, ne pouvaient pas être lancés à ce moment-là. Alors, c'est ce que j'appelle la deuxième phase de manifestation, où les ovnis sont manifestés de façon matérielle. Alors, voilà. Mais sans jamais quand même détruire le matériel, puisqu'il aura suffi, on pourra dire, d'une journée aux ingénieurs, aux techniciens, pour remettre les missiles en service. D'accord, donc on va accélérer un peu parce qu'il nous reste peu de temps. Oui. En Angleterre, en 1980, il se passe des choses aussi pas très loin de Londres, oui. Sur une base militaire. Sous la direction des Anglais et des Américains. Donc il y a aussi des coupures d'électricité sur des sites nucléaires. Après, il y a des bombes qui sont probablement touchées, puisque vous dites dans votre livre qu'il y a certaines bombes nucléaires qui sont renvoyées un peu chez le fabricant, parce qu'il semblerait qu'elles soient plus aussi actives qu'elles l'étaient une fois que ces objets soient passés. Oui, c'est apparemment passé le même phénomène que celui que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation d'OVNI, de nuit et de suite d'ailleurs, dans cette base militaire qui était sous la direction des Anglais et des Américains en même temps. Et l'intérêt, c'est que ce qui est intéressant dans cette histoire, une fois qu'elle a été connue, c'est que la deuxième nuit d'observation, justement, le colonel Halt américain qui dirigeait la base a pris l'initiative lui-même de sortir et d'aller observer de ses yeux ce qui se passait. Il est allé avec un groupe de militaires, bien sûr. Et ce qu'il a raconté plus tard, c'est extrêmement significatif, c'est que quand ils sont arrivés dans une clairière, ils ont vu effectivement un certain nombre de lumières dans le ciel, qui ne pouvaient pas être des lumières d'étoiles ou naturelles. Et à un moment donné, il y a une seule lumière. Bon, moi, je préfère utiliser le mot ovni, parce que manifestement, c'était un objet non identifié, inconnu comme ceci, un ovni qui s'est déplacé, qui est venu dans leur direction, du colonel et de son groupe de soldats, qui s'est arrêté à une certaine distance et qui a envoyé un faisceau de lumière dans leur direction, quelques dizaines de mètres devant eux. Autrement dit, là, il y a eu une interaction directe et personnelle adressée au colonel qui commandait la base américaine, d'une part. Et d'autre part, le colonel s'est rendu compte, les militaires se sont rendus compte que, apparemment, une fois que l'OVNI s'était manifesté devant lui, après il s'est déplacé vers les silos des missiles nucléaires, et apparemment les missiles ont été touchés, ou en tout cas, les militaires ont décidé de renvoyer les missiles pour observation, pour réparation, peut-être aux États-Unis. Daniel Aron, sur cette dernière partie d'Au-delà du miroir concernant les ovnis et le nucléaire, a beaucoup de choses à nous dire. Alors, justement, il y a aussi Tchernobyl, Fukushima, et puis aussi votre théorie de qui sont ces êtres venus d'ailleurs. Donc, Tchernobyl, on se rappelle que c'était le 7 mai 1986. On va peut-être pas tout raconter de Tchernobyl. On se demande pourquoi et comment, pourquoi le couvercle de 2000 tonnes a été éjecté, pourquoi il y a des combustibles qui a disparu, pourquoi il y a eu cet étrange rayonnement au-dessus du réacteur, pourquoi pendant 6 heures ça a stationné, et pourquoi tout ça. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Daniel Aron. Oui, mais ce à quoi vous faites allusion, c'est effectivement des questions
extrêmement importantes qu'on peut se poser, mais les bases de ces questions ne sont pas connues, malheureusement. Parce que vous faites allusion là à des informations qui ont été publiées en 2006. En 2006 seulement, 20 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Et c'est un livre qui a été publié en France aussi sur le silence de Tchernobyl, c'est le titre, et qui rapporte une interview d'un physicien français qui avait travaillé avec trois scientifiques russes qui étaient sur les lieux à Tchernobyl, qui ont passé 10 ans de leur vie pour étudier et analyser la catastrophe de Tchernobyl, essayer d'en comprendre la cause et l'origine. Voilà, donc c'est important de comprendre que ce n'est qu'en 2006 qu'on a pris conscience que, d'après ce qui a été publié par ces Russes, l'explosion ne s'est pas passée du tout comme on l'a raconté de façon dans les rapports officiels. Et heureusement. Je ne sais pas. Ben si. Je veux dire que dans les rapports officiels sont basés sur le fait que tout le site a été dévasté par des incendies qui ont duré pendant 10 jours. Et une radioactivité qui a été disséminée dans l'atmosphère, qui est arrivée dans tous les pays d'Europe pendant 5 mois. Ce n'est que 5 mois après qu'on a réussi à arrêter les émissions de radioactivité. Et les rapports officiels sont basés sur les observations qui ont été faites après que le site était dévasté. Mais par contre, les informations qui ont été publiées dans le livre 20 ans après, le silence de Tchernobyl, ces informations nous apprennent que ça ne s'est pas passé comme on l'a dit, même officiellement. Au contraire, ces scientifiques russes avaient pu, très rapidement, ils ont percé un petit trou dans les parois du réacteur endommagé. Ils ont pu introduire un périscope pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et suite à ça, ils ont compris que le couvercle de Tchernobyl n'avait pas explosé comme on l'a dit tout le temps. Le couvercle de Tchernobyl, du réacteur de Tchernobyl, avait été basculé sans être détruit, d'une part. Il y avait 190 tonnes d'uranium dans le réacteur. Il ne restait presque plus rien quand ils ont observé à l'aide de leur périscope. On sait qu'il y a une 50aine de tonnes d'uranium qui ont été disséminées dans l'atmosphère, mais 50 tonnes disséminées dans l'atmosphère alors qu'il y en avait 190 tonnes avant. Et ça pose la question, qu'est-ce qui est devenu ce combustible nucléaire ? Oui, en plus, il paraît qu'il a transmuté. Enfin, oui, mais ça, on ne le sait pas, justement. C'est une partie de ces informations qui sont apparues 20 ans après. On a trouvé, par exemple, 10 tonnes d'aluminium dans le réacteur. Il n'existe pas d'aluminium dans les réacteurs. C'est un métal qui est trop peu rigide, qui n'a aucune caractéristique mécanique intéressante. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'aluminium. On a retrouvé 10 tonnes d'aluminium. C'est-à-dire que la réponse, c'est Daniel Aron, pour tous ceux que ça intéressera, c'est dans votre livre, parce qu'on n'arrivera pas à aborder ni Fukushima, il nous reste très peu de temps, ni votre théorie de qui sont ces visiteurs qui, d'après ce qu'on pourrait comprendre, ont la capacité de nous dégager du nucléaire sans pour autant être obligés d'aller faire ce que veulent faire en ce moment la France, c'est-à-dire des espèces de piscines là qui se feraient pour stocker toutes les cochonneries du nucléaire. Donc il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima le 11 mars 2011 et avec 300 tonnes d'eau contaminée aussi. Et là, il s'est passé quelque chose aussi à Fukushima. Oui. Mais bon, je suis un peu frustré de ne pas avoir développé davantage. Je sais, mais on n'arrivera pas. Il nous reste un quart d'heure. On arrive. Le plus important. Oui, mais je sais. Les relations entre les ovnis et le nucléaire. Eh ben, je veux bien, mais on n'abordera pas la dernière partie de votre livre, alors. Oui, mais je pense que Tchernobyl était beaucoup plus important encore. Hein. D'accord, allez-y alors. Bien, ce que je disais, parce que là, on a des informations qui sont incontestables. Et j'ai même pu, dans mon livre, apporter une autre information qui est indiscutable aussi, mais qui n'est pas connue du tout. C'est-à-dire que je me suis basé sur un livre qui a été écrit par le constructeur, par l'ingénieur qui a construit la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il a écrit un livre qui s'appelle « La vérité sur Tchernobyl », qui a été publié en 1989. Et ce qui est très important, c'est que cet ingénieur russe a écrit que
dans les données de l'ordinateur de la centrale de Tchernobyl, il a pu lire qu'il y avait dans le réacteur, à l'intérieur du réacteur, ce qu'il a appelé une boule d'énergie électrique, qui était tout à fait de nature inconnue des ingénieurs. C'est pour ça qu'il appelle simplement comme ceci, une boule d'énergie électrique, mais qui n'aurait pas dû être là, il ne savait pas ce que c'était. Et cette boule d'énergie électrique, de 6 à 8 mètres de diamètre, et entre parenthèses, les dimensions de cette boule coïncident exactement avec les ovnis qui ont été vus par plusieurs centaines de témoins au-dessus du réacteur. Tout ça, c'est extrêmement important. Et d'après l'ingénieur, donc d'après ce qu'il a publié en 89, c'est cette boule d'énergie électrique qui a fait qu'il y a une 50aine de tonnes d'uranium qui ont été disséminées dans l'atmosphère. Et ça veut dire qu'on a dans son livre à lui la confirmation de sources scientifiques de la présence de ce qu'on appelle les ovnis habituellement, qui ont été vus par des centaines de témoins au-dessus du réacteur. Et il concluait en disant que c'est grâce aux 50 tonnes qui ont été disséminées dans l'atmosphère et qu'il n'y a pas eu d'explosion nucléaire. Et c'est ça qui est extrêmement important. Selon moi, c'est ça le plus important, c'est qu'à Tchernobyl, c'est grâce à l'intervention des ovnis, qui est confirmée par l'étude de ce livre de scientifique, je disais, c'est grâce à l'intervention des ovnis qu'il n'y a pas eu d'explosion nucléaire. Il aurait dû y avoir une explosion avec un champignon atomique, comme il y a eu à comme il y a eu à Hiroshima ou à Nagasaki, par exemple, à 1945. Mais beaucoup plus gros, hein. Et voilà, ça aurait été autrement plus important. Ça aurait dévasté toute l'Europe et une partie de l'Asie. Et c'est grâce à l'intervention des ovnis, justement, qu'il n'y a pas eu d'explosion nucléaire. Et c'est ça le plus important, selon moi. Même si on ne comprend pas la nature des ovnis, même si on ne comprend pas la nature des intelligences qui sont présentes derrière, ça montre que dans les cas extrêmement graves où les hommes ou les humains dépassent les bornes et qui risquent de mettre à mal la vie, simplement, sur Terre, et à ce moment-là, les ovnis, les intelligences qui sont derrière, sont venus au secours des êtres humains, et sans que personne en ait conscience de ceci. D'accord, Daniel Aron, mais il ne faudrait pas croire non plus, il ne faudrait pas nous laisser croire que de toute façon tout est tranquille, qu'il n'y a rien à faire parce qu'ils vont nous sauver des catastrophes. Donc pour ceux qui s'intéressera pour Fukushima, c'est dans le livre parce qu'on n'aura pas le temps de l'aborder. Fukushima, on n'a quasiment pas d'informations, c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler. Il y a eu une vidéo de fait, mais je pense que c'était un fake news. Il y avait une vidéo où on voyait, mais on peut faire ce qu'on veut en vidéo maintenant. Et voilà, exactement. Oui. Donc c'est pas bon, mais par contre on peut peut-être parler de quelque chose du réacteur de Halden en Norvège en 2016. C'est pas vieux ça. C'est pas vieux, oui, et même jusqu'à début 2017. Ça, voilà. On a très peu parlé, mais ça veut dire que au-delà de ce que vous dites là, il y a régulièrement des incidents avec des intensités diverses. On dit quelquefois des accidents aussi. Il y en a eu dans tous les pays du monde. Ouais, une douzaine entre 51 et 86, c'est pas mal. Hein. Voilà. Ça, c'est écrit dans le livre dont je parlais tout à l'heure aussi, d'un ingénieur qui a construit la centrale de Tchernobyl. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'incidents nucléaires dans les centrales nucléaires qui sont cachés par les pouvoirs publics, qui sont cachés par les ingénieurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là dans la centrale en Norvège, là, Halden? On n'a pas d'informations précises. On sait simplement que le cœur du réacteur a fondu. Donc, pour éviter que l'incident s'aggrave, ils ont été obligés aussi de libérer une certaine quantité de radioactivité dans l'atmosphère. C'est toujours le même schéma. Pour éviter qu'il y ait une explosion nucléaire au sens propre, on dissémine une partie de radioactivité dans l'atmosphère et après, au gré des vents, ça se répand dans les pays avoisinants. Alors, on pourrait penser que l'hypothèse est parfois prolongée par l'idée que les auteurs de ces phénomènes seraient présents dans une autre dimension, un autre espace-temps, dans lequel les lois physiques seraient différentes. C'est la fin de votre livre. C'est pour ça qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. Vous pensez que ce caractère apparemment absurde de certaines manifestations
viendrait du petit monde ou du grand monde des êtres de la nature. Oui. Non, vous vous rappeliez au début, donc, j'ai publié plusieurs livres sur les crop circles d'abord, sur les ovnis ensuite, et je continue mon travail aussi. C'est-à-dire que vous rappeliez que j'étais scientifique au départ, donc j'ai été formé en méthode de la recherche, j'étais enseignant à l'université de Pau ici. C'est-à-dire que j'étais amené à développer une interprétation qui est encore pas assez connue ou pas assez partagée aujourd'hui, et qui est très différente de l'interprétation dominante. Pour tous les phénomènes mystérieux du type crop circle ovni, vous le savez comme tous les auditeurs sans doute qu'on parle en général de l'hypothèse extraterrestre. Et c'est la seule hypothèse qui soit compatible avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, si bien que dans l'esprit de beaucoup de gens, l'hypothèse extraterrestre est devenue l'interprétation intraterrestre. Et la grande majorité des gens qui considèrent le phénomène ovni au sérieux pensent que les ovnis sont des manifestations d'êtres extraterrestres. Et moi, j'étais amené à montrer que, selon moi, ce n'est pas la réalité. Donc, j'étais amené à montrer que pour les crop circles, déjà, et pour les ovnis aussi. Alors là, il faut que je prenne les précautions. Pour la majeure partie des manifestations d'ovnis, ce ne sont pas, pour moi, des sources extraterrestres, et en particulier pour les ovnis qui se manifestent près du nucléaire, ce ne sont pas du tout des sources extraterrestres. Et j'étais amené à développer une interprétation qui repose sur des connaissances qui ont été oubliées par les hommes de notre époque. Oui, vous parlez de Paracels et vous parlez aussi de la création de la troisième hiérarchie spirituelle. Donc c'est vrai il y a plusieurs mondes, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain. Ça c'est dans le monde visible. Dans le monde invisible, on va arriver dans la troisième hiérarchie qui contient les archers, le règne archangélique et le règne angélique. Et donc le règne angélique, ce serait les esprits de l'air. Le règne archangélique, les esprits de l'eau, le règne des archers, les esprits de la terre. Je résume vraiment, mais c'est pour que je pense que nos auditeurs... J'ai peur que ce soit un peu trop rapide par rapport aux auditeurs. Pour introduire la notion de ces esprits de la terre, des esprits de l'air. C'est-à-dire que si c'est le petit monde de la nature, il faut bien qu'ils arrivent de quelque part. Donc, oui, tout le monde n'a pas connaissance de la réalité des êtres de la nature, justement. Parce qu'on a tous été conditionnés à l'école, dans notre société, pour penser, pour croire que ce qu'on appelle les êtres de la nature, qu'on appelle aussi les élémentaux, et qu'on peut appeler aussi toutes sortes de noms, les fées, les lutins, les gnomes, les elfes, les nymphes, etc., sont de ces êtres que je parle là. On a tous été conditionnés pour croire que c'était simplement le fruit de l'imagination de l'homme. Et mon travail, ça a été justement de rassembler des sources de connaissances qui ont été délaissées par la science et qui, en conséquence, sont ignorées de quasiment la plupart d'entre nous, pour montrer que ces êtres-là, ces êtres de la nature, ces êtres élémentaux, sont parfaitement réels et qu'ils ont des capacités qui nous sont insoupçonnées à nous, parce qu'on les ignore complètement. Ils ont la capacité, justement, de manifester n'importe quelle forme. Ils ont la capacité d'intervenir dans la matière. Et j'étais amené à montrer, là je vais très vite parce que je n'ai pas le temps de développer, j'étais amené à montrer qu'ils ont la capacité, et c'est eux qui se manifestent à travers les crop circles, à travers les ovnis qui se manifestent présentant le nucléaire. Donc il ne faut pas aller chercher des peuples venus d'ailleurs, mais plutôt des peuples intramuros, qui seraient là, qui seraient pas sur le même plan de conscience, ou sur le même espace-temps, mais qui seraient avec nous. Et ces éléments seraient dictés par une conscience supérieure qui veille sur nous. Oui. Mais en même temps, il y a des lois dans ce monde-là et on nous laisse faire un peu les apprentis sorciers. Voilà. Pour revenir sur deux points importants qu'on a vus dans cette émission. Le fait que les ovnis ne s'étaient pas manifestés pendant la crise de Cuba, par exemple, c'est très significatif. Et le fait que les ovnis sont intervenus à Tchernobyl pour éviter que la vie disparaisse sur Terre, c'est comme ça qu'il faut le dire, sur Terre, en tout cas sur le territoire de l'Europe et de l'Asie,
Bien, ça veut dire que les ovnis sont manifestés ou pas manifestés dans le sens pour préserver la vie sur Terre, et en particulier pour préserver la vie humaine. J'ai envie de dire plutôt dans l'autre sens, préserver la vie humaine et au-delà même, préserver la vie sur Terre. Ça veut dire que c'est ma compréhension que je propose aussi, qu'ils sont cherche le mot, des entités qui sont au service des hiérarchies supérieures, des hiérarchies spirituelles et supérieures, et qui cherchent à préserver les êtres humains. Oui, et puis les éléments qui évoluer. Oui, puis les éléments qui constituent la Terre. C'est-à-dire, ce sont les élémentaux, c'est-à-dire l'air, le feu, l'eau. Voilà, ce sont eux qui sont les exécutants, on peut dire, chercher le mot avant, des hiérarchies spirituelles et supérieures qui sont responsables du destin des êtres humains en particulier. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment eux qui... Enfin bon, moi j'admets vraiment cette théorie. Par contre, moi je dédie cette émission et vous le dites aussi dans votre livre. On est reconnaissant aux centaines de milliers de liquidateurs de Tchernobyl qui ont laissé leur vie pour nous. Oui. Donc ceux-là, ils étaient bien en chair et en os. Oui. On peut leur dire merci. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cette émission, Daniel Aron? Oui, pardon, j'ai pas entendu là. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots pour terminer l'émission? Oui, merci de me donner l'opportunité de parler. Et mon travail, justement, ça consiste, à travers l'étude des phénomènes mystérieux dont j'ai parlé, comme Cercle OVNI, mais bien d'autres, des phénomènes inexpliqués par la science. Mon travail, ça consiste à montrer, justement, d'abord la réalité de ces êtres de nature qui ont toujours existé sur Terre, mais dans un autre plan parallèle, dans une autre dimension. On ne les voit pas parce qu'eux sont dans une matière qui est plus subtile que notre matière dense à nous. Il vous reste 15 secondes. Mais la vie n'existerait pas, la nature n'existerait pas, puisque ce sont les forces de vie dans la nature. Voilà. Donc, d'accord. Merci de m'avoir permis... D'accord. Alors, Les ovnis et le nucléaire, publié aux éditions du Temps Présent, vous appelez Daniel Aron, H-A-2-R-A-N. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci à vous. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.